L'ontogénèse des comportements moteurs soulève un certain nombre de problèmes touchant le développement de l'enfant. C'est un ensemble de données, un ensemble de phénomènes qui ont très rarement été abordés. Si je m'engage dans cette voie depuis quelques années, c'est pour tenter de répondre à un certain nombre de questions qui tenaient à la recherche d'un continuum dans les processus de développement. On s'était en effet attaché, pendant plusieurs décennies, à étalonner des échelles de développement, à des fins normatives notamment, et à distinguer des stades successifs, des sortes de portraits robots instantanés, qui sont donnés comme éléments de comparaison ou d'évaluation. Certes, ces approches se sont avérées nécessaires, elles l'ont été. Il s'impose toutefois à présent de centrer les recherches sur ce continuum que j'évoquais il y a un instant, sur la dynamique même du développement, car il s'agit par excellence d'un processus ininterrompu. Il convient de s'attacher au comportement actif de l'enfant pour considérer l'individu en situation motivante. Dans cette quête du substratum dynamogénique de la motricité active, les conduites ludiques de nourrisson et de l'enfant ne peuvent pas manquer de s'imposer comme matériel de choix. Un certain nombre de questions semblent poser à un enseignant d'éducation physique. Et ces questions, cela fait quelques années que j'ai essayé de les soulever quant à moi. J'en cite quelques-unes. Qu'est-ce qui pousse l'enfant à explorer? Que cherche-t-il? Comment le fait-il? Faut-il respecter sa procédure? Peut-on la préserver? Jusqu'à quand? Quels en seront les retentissements chez l'adulte? Donc, plutôt que de présenter une typologie des comportements observables parmi les enfants, de la naissance à 6 ou 7 ans, je m'efforcerai de dégager ce que ces jeunes individus ont en commun, ce qui les transcende, qui les fait précisément agir en enfant pendant un temps limité, en fonction d'échéances plus ou moins impératives. On connaît de mieux en mieux les transformations organiques de l'enfant et les mutations successives de son comportement, mais quelle horlogerie interne programme le déroulement chronologique de ces modifications? Quel est le moteur de ces processus actifs d'auto-organisation? Quand on consulte les travaux qui ont été réalisés auprès de très jeunes enfants, et notamment de nourrissons, on découvre que dès le stade embryonnaire apparaît une motricité neurogène, c'est-à-dire une motricité qui prend naissance dans le système nerveux lui-même, c'est-à-dire qui fait déboucher le comportement d'emblée sur une attitude active. Et nous allons voir dans ce que je vais vous présenter qu'il y aura en permanence un processus actif qui permettra notamment de faire interagir l'inné et l'acquis. J'aborderai cette approche ontogénétique des comportements moteurs en 3 plans essentiels. Le premier concernera les aspects chronobiologiques, le second des aspects fonctionnels et à titre illustratif notamment un aperçu des coordinations visio-motrices, dans lequel nous verrons qu'il s'agira de distinguer deux parties, et pour terminer les aspects affectifs. Les aspects chronobiologiques. Lorsqu'on aborde la chronobiologie, on peut considérer que tout va s'articuler autour de rythmes circadiens, c'est-à-dire reposant sur des périodes d'environ 24 heures. Le meilleur exemple est l'alternance du repos et de l'éveil. C'est un rythme majeur qui permettra au sommeil d'intervenir pour des processus réparateurs, nous allons le voir, mais aussi pour des processus de traitement d'apprentissage. Ces rythmes majeurs concernent aussi les sécrétions hormonales, notamment le taux de cortisol, le taux d'hormones de croissance, le taux des catécholamines. Et dans ces rythmes circadiens, il faut considérer que 2 ordres de facteurs interviennent. Les uns sont des facteurs endogènes, c'est-à-dire qui se trouvent dans la structure même de l'individu et qui tendent
à se constituer donc sous la forme de phénomènes périodiques d'environ 24 heures, et des processus exogènes, c'est-à-dire qu'il faudra l'intervention de synchroniseurs externes pour que s'effectuent ces régulations qui permettent aux individus d'être en harmonie avec leur environnement physique et social. Et ces synchroniseurs externes sont en effet la lumière, l'alternance de lumière et d'obscurité, de jour et de nuit, l'alimentation, l'environnement sonore et plus généralement divers facteurs sociaux, notamment l'activité qui pour l'adulte sera une activité d'ordre professionnel éventuellement. Je n'entrerai pas dans le détail de ces rythmes biologiques. Je signale au passage qu'il vaut mieux éviter le concept de biorhythme lorsqu'on veut évoquer cette notion. Le concept de biorhythme a une connotation qui serait mal reçue de la part de personnalités ayant quelques informations dans cet axe scientifique. En tout cas, autour de ces rythmes circadiens, je ne ferai que citer ceux qui reposent sur des périodes plus courtes, c'est-à-dire de largement moins de 24 heures, et qui seront des rythmes ultradiens, et ceux qui reposent sur la mise en jeu d'une période plus longue, de l'ordre de la semaine, du mois ou de l'année, qui sera la gamme des rythmes infradiens. Je vais surtout m'attacher un instant au sommeil. Au sommeil et avec ce qu'il fait apparaître de phénomènes périodiques internes au sommeil. Et si l'on prend par exemple la période de 8 heures occupée en moyenne par l'individu à dormir, cette période de 8 heures fait apparaître, si on enregistre les tracés électriques obtenus par électroencéphalographie, c'est-à-dire au niveau du scalp, fait apparaître des phénomènes périodiques, c'est-à-dire des structures qui se recoupent, qui interfèrent plus ou moins, mais pour souligner l'essentiel, je dirais qu'il y a, en fonction de données électroencéphalographiques qu'on va voir sur la diapo suivante, des états différents que l'on décrira dans le sommeil, des états de profondeur plus ou moins grande du sommeil et lui-même, c'est-à-dire les stades qui seront appelés stades 1, 2, 3, 4, mais aussi un état qui est dit paradoxal, et je dirai tout de suite pourquoi, qui survient à 4 ou 5 reprises au cours de cette nuit de sommeil, qui va donc intervenir toutes les 90 minutes environ et qui durera 12 à 15 minutes. Ce sommeil paradoxal joue un rôle très important. Pourquoi paradoxal? Premièrement, parce que, nous allons le voir sur la diapo suivante, le tracé que l'on obtient par enregistrement, c'est-à-dire celui qui est tout à fait à l'extrême droite ici, est un tracé qui montre, vous avez 3 lignes dans chaque cadre. La première est celle de l'électroencéphalographie, l'autre est celle de l'électro-oculographie et la dernière de l'électromyographie. Et la première ligne montre un tracé d'activité cérébrale qui n'est pas éloigné, qui ici, sur cette image-là, ressemble beaucoup au stade 1 du sommeil, qui est au milieu en bas, mais qui en fait, si on présentait ici un état d'éveil actif, montrerait, ce graphique, s'il impliquait là des tracés de l'état d'éveil actif, montrerait une grande ressemblance entre le tracé du sommeil paradoxal et celui-ci. En tout cas, premier paradoxe, le sujet dort, et alors qu'il y avait une tendance à une synchronisation de l'activité corticale, tout d'un coup, il y a une désynchronisation qui apparaît au cours de cette phase de sommeil paradoxal. Autre paradoxe, tandis que l'électromyogramme témoigne d'une activité tonique relativement intense, bien sûr au cours de l'éveil elle est très marquée, au cours du sommeil, quel que soit son stade de profondeur, vous voyez que l'activité électromyographique est aussi marquée, elle est à son niveau le plus bas au cours du stade de sommeil paradoxal. C'est donc là encore un paradoxe. Il y en a un autre paradoxe, c'est l'activité présentée par l'électro-oculogramme qui montre que l'œil a par contre, lui, un niveau d'activité remarquablement élevé, alors qu'au cours du sommeil lent, elle est plate. Voilà donc des paradoxes. Je profite quand même de l'évocation, bien que je n'ai pas l'intention de m'y attarder ici,
de l'évocation du sommeil et du sommeil paradoxal pour dire que le sommeil paradoxal joue un rôle essentiel dans la rétention des apprentissages. Et là, je vous cite les travaux faits par l'équipe de Vincent Bloch, et qui a notamment montré qu'après un apprentissage, il faut, dans des situations expérimentales, respecter la première phase de sommeil paradoxal pour qu'il y ait rétention de l'apprentissage réalisé au cours de l'éveil précédent. Si on perturbe cette première phase de sommeil paradoxal, on perturbe la rétention de l'apprentissage. On constate aussi qu'après une activité d'apprentissage, il y a élévation, augmentation du taux de sommeil paradoxal dans la phase de sommeil qui suit. Élévation de l'ordre de 30 à 60%. Donc retenez que le sommeil joue un rôle important dans la rétention des apprentissages, le sommeil normal, naturel, et que dans des cours du sommeil, certaines phases auront pour objet notamment d'engager un processus d'engrammation, de fixation mnésique. Des apprentissages réalisés au cours de l'éveil, au cours souvent d'une activité de type exploratoire. Voilà un premier point que je crois important à évoquer ici. Sur le sommeil paradoxal, je ne dirai pas grand-chose immédiatement. On va peut-être essayer d'en entrevoir néanmoins un aspect ontogénétique, c'est-à-dire son évolution au cours de la croissance. Sur ce cliché, je rappelle ce qui déjà concerne les alternances de sommeil et d'éveil. Ici, n'apparaît pas le sommeil paradoxal, c'est en noir les états de sommeil pris globalement. Chez le nourrisson, lors des toutes premières semaines de la vie, il apparaît une alternance remarquablement dispersée au cours du nyctémère entre les états de sommeil et les états d'éveil. Et on voit que dans les 4 premières années de la vie, l'essentiel d'une synchronisation à ce synchroniseur externe qu'est l'alternance du jour et de la nuit, du silence et du bruit, et finalement de tous les facteurs physiques et sociaux qui interviennent comme synchroniseurs, tout ceci permet de faire coïncider le moment où l'enfant, et ici il s'agit maintenant du jeune enfant, celui de 4 ans, va pouvoir se reposer dans la période où l'obscurité ambiante et le calme favorisent ce repos, et des moments où il pourra être éveillé, mais il reste encore un petit reliquat de repos relatif, de sommeil qui correspond à une sieste que l'on trouve encore vers 4 ans chez beaucoup d'enfants et qui tendra à disparaître. La diapo suivante va vous montrer alors au cours de ce stade de sommeil, au cours de cette période de sommeil, la part qui est accordée au sommeil paradoxal. Si l'on considère que le nouveau-né dort 16 heures sur 24, c'est-à-dire les 2/3 du temps, 2 fois plus qu'un adulte, outre cela, il présente un taux de sommeil paradoxal beaucoup plus élevé que l'adulte, puisqu'il est de l'ordre de 50%. C'est-à-dire qu'on peut dire que le nouveau-né dort d'un sommeil lent 8 heures sur 24, est éveillé 8 heures sur 24 et a un sommeil paradoxal de l'ordre de 8 heures sur 24. Ce temps est partagé par tiers. Et on va voir décroître progressivement ce taux de sommeil paradoxal jusqu'à l'âge adulte, où il va se maintenir à des taux de l'ordre de 20%, et on le verra encore relativement diminuer vers le 3e âge. En définitive, le temps de sommeil lent varie très peu, le temps consacré au sommeil lent. Il n'est pas impossible que ce taux soit le reflet de la quantité d'apprentissage qu'a à effectuer un enfant, et en définitive, ces démarches exploratoires qui président à son comportement au cours de l'éveil sont très probablement en jeu dans l'induction de ce processus au cours du sommeil dans des mécanismes de rétention de l'apprentissage. Après cette évocation d'un processus qui est essentiel, qui est celui de l'alternance du repos et de l'éveil, je vous dirai quand même un mot d'un équivalent que l'on a décrit au cours de l'éveil. Si l'on
distingue des alternances dans les états au cours du sommeil, entre notamment un sommeil relativement lent et un sommeil qui est donc paradoxal, parce qu'on ne sait pas trop comment l'appeler. Il est très probable qu'au cours de l'éveil, on puisse distinguer, dans certaines conditions, on puisse retrouver des sortes d'équivalences, c'est-à-dire des variations dans les niveaux de vigilance. Ces constatations ont été faites notamment en milieu de travail et chez des individus qui étaient en situation relativement passive. Je n'insisterai pas ici sur cet aspect et je voudrais, avant de quitter ces aspects chronobiologiques, évoquer un autre ordre de phénomènes qui est essentiel et qui est celui de l'horlogerie interne. Quand on dit chronobiologie, on pense effectivement à horloge interne, c'est-à-dire une horloge qui donnerait une sorte de base de temps pour un certain nombre de processus de caractère périodique. Mais il est un autre type de fonctionnement d'horlogerie qui, lui, semble déterminer des échéances. Des échéances qui surviennent à des moments donnés de l'évolution du jeune individu et qui semblent encadrer des périodes critiques. On en reconnaît quelques-unes. Je dirais un mot tout à l'heure du cas de la rétine. La rétine du jeune individu, on l'a beaucoup observé chez l'animal, mais on a beaucoup d'observations qui montrent aussi que le processus est analogue chez l'homme. Cette rétine est fonctionnelle dès les premiers moments de la vie pour une bonne partie de ces cellules. Et il faut que la lumière soit apportée à ces jeunes individus dans les 3 ou 4 premiers mois de la vie pour que la rétine soit confirmée dans son fonctionnement. Faute de quoi, elle risque de dégénérer. C'est donc là déjà une indication d'un processus qui peut être mis au compte d'une période critique. Un autre type de période critique, c'est l'arborisation dendritique que l'on peut observer au niveau du cortex et dont nous aurons un aperçu tout à l'heure à l'aide d'un document photographique. Cette arborisation dendritique se déroule au cours des 2 premières années de la vie, à partir des neurones qui sont distribués dans le cortex cérébral. Et il faut, pour que cette prolifération dendritique se fasse, il faut un taux convenable de thyroxine. Cette hormone thyroïdienne, si elle n'est pas présente en taux suffisant, c'est le cas de l'hypothyroïdie, risque donc de ne pas être à la base d'un processus nécessaire qui est celui de la mise en place des dizaines de milliers de synapses qui, pour chaque neurone, vont permettre de mettre en jeu l'activité centrale. On trouvera aussi d'autres périodes critiques dans le domaine de la motricité. On en décrit, et je ne pourrai pas ici m'étendre sur certains aspects fonctionnels, sur certains exemples précis, mais pour schématiser, je dirais que dans l'étude des mouvements de pointage manuel, par exemple, ou dans l'étude des processus reposant sur le phénomène d'anticipation-coïncidence, c'est-à-dire déplacement d'une cible et tâche pour un sujet d'entrer en coïncidence avec cette cible qui se déplace et qu'il faudra atteindre par un pointé, par exemple, ou une projection de balle, eh bien, tous ces processus qui ont été étudiés depuis quelques années montrent qu'il y a des périodes de réajustement qui semblent amener l'enfant, à certains moments, à en quelque sorte régresser. J'emploie avec réserve ce terme, mais disons qu'il y a, à un moment donné, un mouvement qui est plus hésitant et moins performant, en tout cas par ses qualités de vitesse et aussi peut-être par ses qualités de précision. Et on admet qu'avant 5 à 7 ans, très souvent, le mouvement est de type balistique et a une précision relative, mais souvent suffisante. Et c'est souvent autour de 7 ans qu'on verra dans ces procédures étudiées, qu'on verra le mouvement devenir plus hésitant, alors que se mettent en place des mécanismes de rétroaction sur la base d'un contrôle visuel qui vont permettre de mieux assurer l'ajustement terminal du geste, mais qui pendant quelque temps vont quelque peu désorganiser le geste. Alors je passe encore j'évoque
que pour simplement conclure ce paragraphe, le cas de la puberté, qui est évidemment le cas aussi d'une autre période critique, de la fin d'une période critique, on peut dire que jusqu'à la puberté, il y a eu répression en quelque sorte du développement des organes sexuels et son environnement a attendu jusque-là qu'il soit en mesure de faire un certain nombre d'apprentissages qui puissent le conduire à être un jour responsable de procréer. Mais là, c'est une finalité qui est peut-être relativement étroite dans la mesure où on n'est pas sûr aujourd'hui qu'à l'âge où on est capable de procréer, la société nous autorise à nous conduire en individus autonomes et responsables encore. Nous verrons aussi, mais ceci ce sera, je pense, pour la troisième partie de mon exposé, l'importance que va jouer l'affectivité. Et cette affectivité va intervenir d'une manière particulièrement marquante au cours des premières années de la vie. C'est-à-dire qu'à la limite, je dirais qu'une autre période critique concerne les phénomènes affectifs, et nous en verrons un exemple vers la fin de mon intervention. Cette période critique est celle qui est faite des toutes premières années de la vie, sinon de la première année de la vie, qui marque d'une manière déterminante souvent le comportement de l'enfant, et nous le verrons sur quelques exemples précis. Bon, je vais quitter cette notion d'horlogerie interne en vous montrant néanmoins sur la diapo suivante, oui, je ne dirais pas le siège de l'horlogerie, mais sûrement un niveau central où se trouve très probablement l'essentiel de l'horlogerie qui préside à nos comportements. Et tous les auteurs sont unanimes à reconnaître à l'hypothalamus un rôle essentiel dans la mise en jeu de ces phénomènes, notamment dans le déclenchement de la puberté, en relation, cette activité de l'hypothalamus en relation avec l'hypophyse qui va envoyer un certain nombre de stimulines endocriniennes dans tout le système neuroglandulaire. Et aussi, il est même assez curieux de remarquer qu'on parlait relativement peu depuis quelque temps de cette glande entre guillemets, l'épiphyse, qui avait été désignée comme le siège de l'âme par Descartes. Eh bien, cette épiphyse, à laquelle Descartes avait peut-être donné trop d'importance, on s'est cru obligé, faute de données scientifiques, d'éviter d'en parler pendant quelque temps, et il semble que beaucoup de recherches aujourd'hui attirent de nouveau l'attention sur cette épiphyse qui pourrait très bien être une des structures essentielles de cette horlogerie dans la partie qui concerne les échéances. Et pour reparler de la puberté, je vous citerai que la destruction de l'épiphyse chez un jeune enfant entraîne un développement précoce assez monstrueux des organes génitaux. Ceci arrive accidentellement, c'est l'effet de tumeur, mais on a pu aussi expérimentalement chez l'animal retrouver la même chose. L'épiphyse aussi semble jouer un rôle important dans des phénomènes de synchronisation en relation avec la luminosité ambiante. Disons qu'aujourd'hui, beaucoup de travaux attirent à nouveau l'attention sur l'épiphyse dans ces mécanismes d'horlogerie. Alors cette diapo montre, à titre d'exemple, comment fonctionnent certains systèmes de neuromédiateurs. Il y a quelques années, on parlait d'une vingtaine de neuromédiateurs et neurotransmetteurs. Actuellement, on en connaît une cinquantaine et on sait que ce nombre ne cessera de croître encore. On sait même que beaucoup de neurones qui semblaient spécialisés dans la mise en jeu de certains neuromédiateurs semblent susceptibles d'être activés d'entrer dans des systèmes impliquant au moins 2 neuromédiateurs ou neurotransmetteurs. C'est-à-dire que plus les études avancent dans ce domaine, plus elles apparaissent compliquées. Ce pourquoi je montre cette diapositive, c'est pour vous faire apparaître que dans ces systèmes-là, qui sont parmi les principaux, ceux que je vous montre ici, le système sérotoninergique n'apparaît pas beaucoup sur cette diapositive, il est en clair en bas, et il concerne, oui,
il y a une flèche descendante donc, qui indique des effets efférents de ce système, et des flèches ascendantes, c'est-à-dire allant vers l'extrémité rostrale. Eh bien, ce système sérotoninergique est surtout en rapport avec le sommeil lent, par exemple, est en jeu dans le sommeil lent, et il se restaure au cours du sommeil lent, mais il est aussi en jeu au cours de l'éveil dans les conduites agressives. L'autre système noradrénergique, qui apparaît ici avec une tonalité moyenne, c'est un système qui est directement en rapport avec le sommeil paradoxal et que l'on retrouve au cours de l'éveil dans les processus d'apprentissage, dans les phénomènes de rétention. Et enfin, le dernier système que j'évoquerai ici, c'est le système dopaminergique qui, lui, est en rapport avec l'éveil, avec l'activité d'éveil, et je le soulignerai ici aujourd'hui avec le comportement exploratoire. J'ai montré aussi par quelques flèches qui se trouvent, qui mettent en relation l'épiphyse, l'hypothalamus et le siège des neurones A10 qui semble jouer un rôle clé dans certains déclenchements de ces systèmes de neurotransmetteurs. Ceci pour simplement évoquer des actions que l'on commence à connaître de mieux en mieux entre les systèmes d'horlogerie et les systèmes de neurotransmetteurs. Je vais passer maintenant à une deuxième partie de mon exposé et qui touchera donc les aspects fonctionnels et notamment qui permettra d'entrevoir les coordinations visuomotrices. Dans ces coordinations visuomotrices, je distinguerai deux grandes composantes. La première est celle des coordinations visio-posturales et locomotrices, et nous verrons que la vision joue un rôle essentiel dans l'incitation à se placer d'une manière adéquate pour comprendre l'environnement et à se placer aussi de manière qui assurera la station convenable en fonction de l'espèce, la station érigée chez l'homme pour des activités de locomotion. Cette diapositive vous montre un enfant qui déjà accomplit un certain nombre d'étapes, puisqu'il court après un ballon et il semble arriver plus ou moins à le faire progresser, à le faire rebondir. La diapositive suivante montre déjà qu'il est capable d'une performance assez étonnante, puisque là apparaît très nettement ce processus d'anticipation-coïncidence. Il a projeté une balle avec ses mains et il arrive à faire entrer en coïncidence son pied et la balle qui se déplaçait sur une trajectoire. Il a donc été obligé d'anticiper le tracé de cette trajectoire et de conduire son pied dans un déplacement qui venait en coïncidence avec la balle. Ceci suppose beaucoup de démarches préalables qui lui ont permis de réguler tout ça. Mais ce faisant, il a fallu aussi qu'il résolve un certain nombre de problèmes que lui posait son équilibration, non seulement statique, mais aussi dynamique. Bon, je passe sur la dernière image qui montre le caractère d'engagement physique total qui s'effectue dans cette activité ludique fréquente. Et ici, sur cette diapo, pour vous rappeler qu'il y aura bien sûr, c'est la partie du haut qui vous montre l'aspect vu de profil qui témoigne du rôle de l'équilibration, de ce que devront restituer les réactions d'appui à partir de ces actions segmentaires, et il est sûr que tout déplacement segmentaire devra être compensé, et le fait de projeter la jambe suppose qu'il aura projeté aussi ses membres inférieurs vers l'arrière pour équilibrer ce déplacement. Tout ceci se fait évidemment d'une manière qui peut passer inaperçue quand on ne se penche pas sur ces aspects un peu plus... quand on ne s'interroge pas réellement sur ces processus, et surtout quand on ne les a pas analysés lors de leur apparition. L'image du bas ne vous montre pas très nettement la balle, mais devrait faire apparaître néanmoins qu'il y a une asymétrie. Et en effet, à 3 ans et demi, c'est l'âge de cet enfant, déjà une asymétrie s'est déclarée et d'ailleurs confirmée à chaque essai. C'est bien avec son pied droit que cet enfant-là va le plus souvent réussir son projet d'anticipation-coïncidence.
Alors tout ceci implique un certain nombre de choses. Tout d'abord qu'il a résolu un certain nombre d'étapes d'organisation de l'espace qui vont dépendre d'abord de sa morphologie. Comme tout vertébré, il a une tête comprenant des yeux, c'est-à-dire des organes de saisie d'informations lui arrivant par un canal de réception à distance, une bouche qui lui permet de consommer aussi un certain nombre d'éléments survenant de l'environnement, et un appareil de locomotion qui lui permet, et ce n'est pas par hasard, d'aller vers l'avant, c'est-à-dire d'aller vers le champ antérieur de relation avec l'environnement. Et tout ceci ne peut bien être assuré qu'à condition que le corps soit stabilisé, c'est-à-dire que le regard ait acquis son horizontalité. Et quand tout ceci est réalisé, c'est-à-dire la coïncidence avec la verticale, qui va être donnée, nous allons le voir, par un fil à plomb, qui donne donc d'où découle l'horizontalité du regard, eh bien la direction des déplacements les plus faciles, du moins les plus ceux pour lesquels le corps, l'appareil locomoteur est particulièrement équipé, vont permettre de donner la troisième dimension à cet espace où on va pouvoir engager une attitude active, exploratoire, donc des expériences. Ici, c'est la représentation, je n'y insisterai pas, ces schémas sont empruntés à Paillard et je vous invite à vous pencher sur ces textes qui vous apporteront beaucoup de choses. C'est le rôle de l'utricule dans cette prise en compte de la verticalité. Ici, l'évocation de l'ordre fonctionnel qui fait que, et ce n'est pas non plus par hasard, un pré-câblage a permis aux yeux, au mouvement des yeux, au mouvement de la tête, au mouvement de la main, d'intervenir dans les trois directions de l'espace d'une manière qui permet d'avoir toujours des références au corps cohérentes. Et l'oreille interne qui est représentée en bas avec ses canaux semi-circulaires qui va aussi particulièrement bien représenter les trois directions de l'espace. Encore un schéma emprunté à Paillard qui récapitule un certain nombre de montages prévus par le programme de développement, et là, on est là dans de l'inné d'une manière remarquable, c'est-à-dire que tout individu normalement constitué dispose d'un câblage qui le prédestine à au moins disposer de ces moyens-là. Encore lui restera-t-il à les mettre en jeu pour les confirmer dans leur fonctionnement et en tirer un certain nombre d'acquisitions, comme nous le verrons un peu plus loin. Et tout ceci passe par un ensemble de référentiels de type égocentrique, avec comme référence initiale, première, la grande constante qu'est la pesanteur, la direction de la gravité. J'en viens maintenant à la motricité telle qu'on peut la faire apparaître dès la naissance, et telle qu'elle rend compte de ces précablages, de ces montages. En voilà un montage, c'est celui qui va présider à la locomotion chez l'homme. Et ce montage qui peut être mis en évidence par l'observation du nouveau-né et par la mise en œuvre de la marche automatique dans certaines conditions d'examen. Cette marche automatique, bien sûr, ne livre pas autre chose que le reflet d'une innervation réciproque qui semble démontrer que cet enfant est destiné à marcher par des mouvements au moyen de mouvements alternatifs. On ne connaît pas beaucoup d'individus humains qui sautent à pieds joints pour se déplacer, communément. Il est à noter que ces déplacements alternatifs sont de même nature que ceux qui président à tous les déplacements chez les vertébrés, qu'il s'agisse du poisson, qu'il s'agisse de l'amphibien. Vous voyez ces mouvements de reptation chez le poisson, ces mouvements ondulatoires, qu'on va retrouver chez l'amphibien en relation avec des ceintures et des membres, d'une manière qui est tout à fait analogue à l'alternance des mouvements que l'on décrit
au niveau des ceintures, chez l'homme également. Et les montages sont de même ordre. Je vous signale aussi que cette marche automatique du nouveau-né disparaît au cours du 2e mois, qu'on peut s'exercer à l'entretenir, que ceci ne veut pas pour autant dire que l'on conduise l'enfant qui la conservera vers des prouesses, ceci est une autre histoire, mais c'est une sorte de curiosité sûrement que l'on peut réaliser dans des conditions que l'on peut dire expérimentales, mais encore faut-il peut-être s'interroger sur le bénéfice que peut en tirer le sujet qui en est l'objet. Que vous dire encore de cette marche automatique? Eh bien qu'on a décrit récemment une asymétrie dans cette marche automatique, c'est-à-dire qu'une observation faite par Mélékian avec des nouveau-nés observés dès les 24 premières heures et ensuite au cours de la première semaine, ces observations ont montré que si on tient le nouveau-né d'une manière qui n'induise pas un déplacement de l'un ou de l'autre pied plus facilement, c'est-à-dire si on le tient bien d'une manière symétrique, en fait il commence son déplacement le plus souvent avec son pied droit. Et ils ont noté pratiquement 90% de cas d'engagement de la marche automatique par un déplacement du pied droit. Alors je vous ferai remarquer que ceci ne signifie pas pour autant qu'il sera droitier, peut-être pas, mais qu'il a des prédispositions à l'être. Et il y a de fortes chances pour que nous ayons tous des prédispositions à être droitiers. Mais on ne sait pas si c'est le membre inférieur droit qui est entraîné vers l'avant, ou si c'est le pied gauche qui, lui, est l'objet d'une fonction dominante du vestibule. Ce sont des questions qui peuvent se poser dans le domaine de la latéralisation, mais je n'y insisterai pas, puisque ce n'est pas l'objet essentiel de mon propos aujourd'hui. Je suis passé de la marche automatique au développement du cortex pour simplement montrer la distance qui va s'écouler entre la mise en jeu de phénomènes sur un mode réflexe tel qu'on l'a vu dans la marche automatique et la mise en jeu d'une manière opérationnelle et chez l'individu autonome du cortex hémisphérique. Eh bien, il est certain qu'entre ces deux plans, entre ces deux niveaux, il y aura une infinité de processus que nous ne saurions détailler ici, mais dont nous aurons quelques petits aperçus avec les diapos qui vont suivre. Je vous rappelle néanmoins, au passage, qu'il y a quelques années, on parlait de 10 milliards de neurones dans le cortex à la naissance. Certains auteurs aujourd'hui parlent de 30 milliards, d'autres de 40 milliards. J'ai même lu 100 milliards de neurones. C'est l'inflation. Et je me contenterai de dire qu'il y a des dizaines de milliards de neurones et je crois qu'il n'y a pas lieu de trop se préoccuper de la précision dans ce domaine, sachant qu'il y en a quand même beaucoup plus certainement que l'on en utilise communément au stade adulte. Ici, c'est une évocation au passage à une perspective qu'il est bon de connaître, qui est celle de la motricité active. En même temps que c'est un rappel d'une période critique que j'évoquais tout à l'heure, c'est celle du développement de la rétine. Mais à l'occasion de ces expériences, eh bien, on est renvoyé à ces deux ordres de phénomènes que sont d'une part les périodes critiques. Les chatons que vous voyez là ont été élevés dans l'obscurité et jusqu'alors, la lumière donc n'a pas permis de confirmer la fonction de la rétine. Si on les met en présence de lignes verticales, ils vont apprendre à voir des lignes verticales. Mais, et là je débouche sur l'autre perspective, pour qu'ils apprennent à voir des lignes verticales, il faut qu'ils soient actifs. C'est-à-dire qu'ils soient à l'initiative de leur propre déplacement. Et dans cette situation expérimentale, il y a en effet un chaton qui est à l'origine des déplacements du couple de chatons. Et l'autre est porté dans une nacelle, n'est pas lui-même l'auteur des déplacements. Et en fait, ils peuvent orienter leur regard vers les mêmes stimuli visuels, mais ils n'en tirent pas le même bénéfice. Et c'est en effet le chaton actif qui seul tirera un bénéfice intéressant de cette expérience et va commencer à organiser
son espace visuel. Je profite de cette diapositive pour vous inciter à consulter tous les travaux qui ont été faits dans cette perspective de la motricité active et qui illustrent largement des processus de cet ordre et qui montrent que l'attitude active est indispensable à la constitution de savoir-faire débouchant sur une activité autonome, performante, et efficace et stable. J'en viens à une série d'observations que je vais vous donner un peu comme illustration des étapes que décrit Paillard, d'ailleurs, dans quelques articles, et qui, finalement, font apparaître comment est acquise la station érigée et comment les premières formes de déplacement vont pouvoir se mettre en œuvre. La situation expérimentale que je vais vous proposer est une que j'ai pu aborder pendant quelques années avec des nourrissons en milieu aquatique. Dans cette partie des observations que j'ai pu faire, je m'étais attaché aux différentes étapes posturales et locomotrices qui pouvaient être révélées au cours du développement de l'enfant. Ces enfants étaient accueillis au bord du bassin à partir de l'âge de 3 mois et continuent la fréquentation de ce bassin jusqu'à environ 3 ou 4 ans. Et on avait largement le temps de voir comment étaient résolus les problèmes d'équilibre spécifiques posés par l'eau. Sur ces schémas, je vous rappelle les 3 axes qui ont été évoqués précédemment, et aussi j'en profiterai pour souligner que Paillard, dans un travail sur l'organisation de l'espace, a rappelé qu'il y avait une première étape qui était celle de l'acquisition d'une posture érigée, une autre qui était en relation avec le positionnement directionnel, et ensuite les activités de transport qui vont en découler, ou qui du moins ne seront permises que quand les 2 premières étapes auront été réalisées. Eh bien, c'est bien dans cet ordre-là que nous avons vu apparaître les phénomènes dans l'eau. Ces enfants, dans l'eau, se conduisaient d'une manière assez analogue à ce qu'ils faisaient très probablement hors de l'eau, mais il se trouve que hors de l'eau, nous n'avons pas tellement l'occasion d'assister au premier moment d'acquisition des différentes étapes, et comme nous les observions en permanence quand ils étaient dans l'eau, nous pouvions saisir ces premières étapes. Et des fiches d'observation nous ont permis de découvrir un certain nombre d'éléments de cette évolution. Tout d'abord, un fait qu'on pouvait voir avec des enfants de 3 mois, même s'ils commençaient à ne plus se comporter comme ceci. Ici, il s'agit de tout nouveau-nés qu'on incline à environ 45 degrés, et on sait que si on les incline, si on incline le corps, la tête a tendance à tomber, mais qu'ils ont des réflexes pour redresser leur cou, c'est-à-dire le placer dans l'alignement du tronc. Ceci se constate lorsqu'on l'incline en avant, et c'est le plus constant parce que les muscles de la nuque sont souvent largement assez puissants pour le réaliser chez tous les nouveau-nés. Quand on l'incline vers l'arrière, certains nouveau-nés n'ont pas les muscles antérieurs du cou très puissants, mais le réalisent en quelques heures. Mais en tout cas, on voit donc la tête revenir s'aligner sur le tronc. Au bout de quelque temps, alors je vous montre ici sur la partie gauche du cliché le rappel de ce réflexe de redressement. On aperçoit quelque chose de nouveau qui va apparaître et qui apparaît au total vers 5 ou 6 mois, du moins qui est accompli vers 5 ou 6 mois. C'est une réaction toute différente de la tête qui, lorsqu'on incline le corps, se maintient selon une référence verticale. C'est-à-dire qu'elle prend un repère vertical qui permet à l'enfant, lorsqu'on l'incline, de garder l'horizontalité du regard. Ce réflexe labyrinthique de posture, puisqu'il a été appelé ainsi, se constitue en réalité en quelques étapes successives. Il le réalisera d'abord vers l'avant, quand on l'incline vers l'avant, c'est au cours vers le 3e mois, entre le 3e et le 4e mois. Il le réalise ensuite quand on l'incline vers l'arrière, vers le 4e mois, et puis sur les côtés, vers le 5e mois, entre le 5e et le 6e mois. Et à 6 mois, il a réalisé
la totalité de ce réflexe, c'est-à-dire que quelle que soit la direction dans laquelle on va l'incliner, il maintiendra sa tête verticale. Et constatez que c'est à cet âge-là qu'il va chercher à se tenir assis. Station qui lui permettrait de conserver aisément cette horizontalité du regard. Il y a donc là un couplage entre des afférences visuelles et des afférences vestibulaires qui lui permettent déjà de calibrer deux canaux sensoriels et de mettre en place un certain nombre d'éléments essentiels à son comportement futur. Sur cette diapositive qui a été réalisée à partir de ces observations dans l'eau, eh bien, c'est un rappel de quelques étapes caractéristiques qui sont survenues. Tout en bas, on voit comment va s'éteindre la nage automatique du nouveau-né. Or, il est étonnant de constater que la nage automatique du nouveau-né, qui repose sur le même mécanisme que la marche automatique, va persister un peu plus longtemps. Comme si ce mécanisme, n'étant mis en jeu que relativement plus tard dans l'eau et d'une manière plus espacée, plus aléatoire, attendait l'occasion de se manifester dans ce contexte-là, mais aussi allait subir le même phénomène d'extinction que hors de l'eau. En tout cas, c'est vers 3 mois et demi en moyenne que disparaît cette nage automatique, mais avec des cas qui durent jusqu'à 5 mois et demi, 6 mois. Et nous avons trouvé un cas à 7 mois qui est un cas isolé qu'on n'avait pas entretenu spécialement. Vous voyez ensuite les stades successifs du réflexe labyrinthique de posture. À 4 mois en moyenne le stade 1, 5 mois stade 2, le stade 3 à 6 mois. Et les 3 dernières étapes évoquent d'une part le contrôle de la verticalité. Ces enfants au début flottent spontanément à l'horizontale, sur le ventre, mais ça n'est pas très confortable pour respirer, et ils recherchent très vite la position dorsale, mais ne maîtrisent pas la verticalité. Eh bien, il faut qu'ils passent par la verticalité pour faire les autres acquisitions locomotrices dans l'eau. Et c'est un fait que je soulignerai car il n'est pas tout à fait conforme à des modèles qui sont donnés quelquefois dans l'apprentissage des déplacements dans l'eau. En tout cas, conquête de la verticalité. Ensuite, une avant-dernière étape là sur ce schéma qui sera le contrôle de l'orientation du corps. Et nous avons vu comment se réaliser ces contrôles de l'orientation. Et enfin, les premiers déplacements directionnels qui vont remettre en jeu des mouvements alternatifs qui là seront soumis à l'intentionnalité et permettront aux enfants de guider leur déplacement vers des objets qui les intéressent et qui flottent dans l'eau. Voilà pour ces étapes et nous continuerons tout à l'heure sur l'axe des coordinations visuo-manuelles. Je vais en rester là pour l'instant. La deuxième partie de ces aspects fonctionnels, que j'illustrerai par les coordinations visuomotrices, concernera les coordinations visuo-manuelles. Dans cette perspective, les travaux de Bauer sont particulièrement intéressants. Et ceux de Trevarsen aussi, qui a d'ailleurs pas mal d'analogies dans ces champs de recherche. Et je pense que bien des recherches ont pu être confrontées entre ces deux chercheurs. Bauer fait observer un certain nombre de traits de comportement tout à fait remarquables, que je crois intéressant à évoquer ici, notamment des observations qui peuvent être faites dès les premiers jours de la vie. Bauer dit, à un certain moment de leur développement, et il illustre par des images prises avec des enfants de 12 jours, le bébé remarque sa main dès qu'elle entre dans son champ visuel. Et Bauer montre qu'il y a déjà des moments de pointage orienté vers des objets qui attirent l'attention de l'enfant. Mais quand le bébé remarque sa main, son regard est piégé par sa main et la main n'avance plus vers l'objet. Donc, quand il regarde l'objet, sa main semble attirée par l'objet. Elle est projetée selon un programme qui semble donc assez global. Mais si en cours de route, sa main retient son regard retient sa main. Et ce n'est que lorsque le regard porte de nouveau sur l'objet que le geste peut se continuer. Et il signale ce point comme quelque chose d'assez illustratif du mécanisme
tel qu'il se met en œuvre dès les premiers temps de la vie. Mais il va analyser un peu plus tard deux phases qui sont sûrement essentielles. Celle qu'il appelle la phase 1, dans les moments de pointage, et qui s'observe à partir de 4 mois environ jusqu'à 6 ou 7 mois, et qu'il décrit comme une phase caractérisée par un geste global, qui sera donc global comme on l'a dit tout à l'heure, mais avec beaucoup plus de continuité, de fluidité que ce qui a été décrit chez un bébé de 12 jours, de sorte que la main va jusqu'à l'objet. Mais ce qui est global, c'est la projection du membre et la saisie de l'objet, c'est-à-dire que les deux composantes du mouvement s'effectuent plus ou moins en même temps, et il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup d'imprécisions, des erreurs de saisie, mais il arrivera qu'il saisisse l'objet. C'est donc une action là très globale qui semble programmée dès le départ et qui rappelle finalement ce qui a été décrit dans le cadre de la phase balistique du mouvement. Et la phase 2, qui apparaît donc vers 6 ou 7 mois, se distingue par une sorte d'arrêt que réalise la main, un arrêt qui est quand même relativement limité puisqu'il dure un temps de l'ordre d'un tiers de seconde, mais qui néanmoins représente un arrêt tout à fait caractéristique. En effet, quand l'enfant, à 6 ou 7 mois, a projeté sa main vers un objet, au moment où la main arrive sur l'objet, il cherche à le saisir et il apparaît qu'il cherche des sensations tactiles, c'est-à-dire, et c'est ainsi que Bauer interprète le processus, il considère que c'est une étape qui consiste à calibrer en quelque sorte le tact sur le visuel et à permettre ultérieurement, au cours d'un geste de pointer vers un objet, de programmer le déplacement balistique du geste, mais aussi de prévoir la manière dont cet objet devra être saisi, et ceci va dépendre de sa forme, de son poids, de sa disposition. Et en définitive, il aura fallu l'expérience tactile pour pouvoir préprogrammer la saisie. Ces étapes sont particulièrement intéressantes et montrent comment, là encore, deux canaux sensoriels devront se calibrer entre eux, coupler leur fonctionnement, comme on l'a vu tout à l'heure dans une étape qui concernait l'équilibration de la tête, le couplage qui s'est fait, ou le calibrage entre deux perspectives de données sensorielles que sont tout à l'heure les données vestibulaires accouplées avec les données visuelles, et ici les données tactiles accouplées avec les données visuelles également. Je vais vous présenter une diapo qui va nous montrer un nourrisson de 3 semaines observé par Treversen. Et il est intéressant de regarder cette image dans la mesure où elle illustre un moment dans l'évolution qui est intéressant, puisqu'il me donne l'occasion, ce moment, de parler de ce qui s'est passé avant, qui s'est accompli, et c'est bien illustré sur l'image, et de ce qui ne s'est pas encore fait, et je crois qu'on pourra bien aussi le dégager. Ce qui s'est accompli, notez bien qu'il s'agit d'un nourrisson qui est allongé sur le dos, qui n'a donc pas à s'équilibrer, qui n'a pas à maintenir sa tête, qui n'a pas de problème de maintien général du corps, mais qui a quand même quelques libertés de mouvement au niveau de la tête et des bras. Le stimulus est une balle colorée qui se détache bien sur le fond. Et quand le stimulus apparaît, à la gauche ici sur cette image, et le regard de l'enfant saisit immédiatement ce stimulus qui a des propriétés attractives. En effet, on sait que dès la naissance, un enfant a en quelque sorte un équipement visuel qui lui permet d'accrocher son regard à des stimuli ayant des propriétés particulières. Ces propriétés, on en connaît quelques caractéristiques, des objets en général brillants, mobiles, se détachant sur le fond, des objets nouveaux, parce que si l'objet n'a pas encore été vu, il a aussi d'autant plus de qualités attractives. Eh bien ici, c'est un objet brillant, mobile, qui se détache sur le fond et qui va capter son regard. Son regard est très nettement saisi par l'objet, si l'on peut dire, ce qui lui permet de bien converger sur la balle. D'ailleurs, je constate, vous ne le voyez pas,
qu'il y a un pointillé qui montre, et Treversen avait souligné la convergence du regard vers la balle. C'est donc une étape, celle-là, qui a déjà été réalisée. Or, dès les premiers moments de la vie, on sait que le regard d'un enfant peut être capable de suivre un objet qui a ses propriétés. Mais souvent, c'est un œil et puis l'autre qui va subir ce type de processus, alors que la convergence n'est pas encore bien réalisée chez le tout nouveau-né. Je parle là des premières heures de la vie. Ici, la convergence est réalisée, la tête accompagne le mouvement des yeux pour prolonger la saisie par le regard. C'est donc une coordination oculocéphalique qui est bien réalisée. Et il apparaît, si on considère le regard, si on considère la tête, qu'il y a un accompagnement tout à fait remarquable qui donc semble permettre à l'enfant de jouir plus longtemps de ce spectacle que lui offre cette balle. Et qu'est-ce qui n'est pas réalisé? Eh bien, ce qui n'est pas réalisé, ça apparaît assez nettement, c'est l'ajustement du geste, c'est-à-dire le pointage de la main sur l'objet pour saisir l'objet, parce que cet objet était à distance convenable pour être saisi. Mais ce que je soulignerai, moi, et que souligne Treversen d'ailleurs, c'est cette agitation des bras qui commence dès qu'apparaît l'objet, qui va se poursuivre avec une sorte d'activité exploratoire tous azimuts, et qui va s'arrêter quand disparaîtra l'objet. Eh bien, cette motricité est encore un témoignage de cette activité qui est la condition première à une rencontre avec les objets et à la mise en place des ajustements qui vont permettre de confirmer le câblage qui était là. Et Treversen montre bien, je donnerai quelques références pour qu'on puisse consulter ce travail de Treversen, montre qu'il y a de véritables cartes visuelles qui sont en jeu dès la naissance et que le nourrisson met en jeu et qui permettent de commencer à explorer l'espace. Et il y a des cartes motrices, comme vous le voyez, et en définitive qui engagent une exploration de l'espace. Et au moment où, et ceci bien sûr va dépendre un peu des circonstances, au moment où la main entrera en contact avec un objet, eh bien, va se produire un phénomène très intéressant pour le nourrisson, car il va pouvoir là commencer à calibrer de nouveau du tact avec du visuel, éventuellement du sonore, hein, de l'auditif et du proprioceptif. Et finalement, la mise en jeu de cette sorte de pattern associatif va lui permettre de caractériser d'une part la balle, en fonction de sa place dans l'espace, mais d'autre part son geste vers la balle, et c'est ainsi qu'un certain nombre de systèmes de référence se mettent en place grâce à ces expériences actives qui sont la condition première des réalisations. Je voulais aussi citer un autre passage très intéressant de Bauer. Une phrase que je citerai: « Si l'on soutient un bébé de telle sorte que le tronc reste fixe et que mains, bras et tête soient libres de bouger, nous observerons des mouvements de pointage réellement surprenants. » Et il le dit à propos d'enfants de 10 jours. Je vous en ai décrit certains aspects tout à l'heure, mais si je reprends cette phrase, c'est pour qu'elle me serve d'introduction à un travail qui n'est pas très connu, enfin qui commence à l'être. Des publications maintenant ont été assez répandues concernant ce travail qui est effectué par Claudine Amiel-Tison et Albert Grenier. Ce travail va être illustré par l'image qui suit et qui est celle d'un nourrisson de quelques jours, quelques semaines, qui va avoir un comportement assez étonnant. C'est le phénomène que les deux auteurs ont appelé le processus de motricité libérée. Je les cite pour définir cette motricité libérée. C'est la révélation d'une expression motrice différente par fixation manuelle de la nuque. Et ils disent, de manière générale, la situation motrice du nouveau-né peut apparaître entièrement dominée par l'impotence de la nuque. L'impotence de la nuque, en quelque sorte, empêche la motricité d'exprimer une motricité potentielle, latente, prête en fait à apparaître. Hein. C'est moi qui commente. Lorsque celle-ci est artificiellement levée, cette impotence de la nuque, pendant quelques minutes par l'examinateur, les potentialités motrices d'un nourrisson plus âgé sont là déjà présentes. Et nous les étudions sous le terme de motricité libérée.
La motricité libérée, disent-ils encore, ne peut être mise en évidence que chez le nouveau-né et le jeune nourrisson de 1 à 2 mois. Il n'y a en effet qu'à cet âge que les déplacements incontrôlés de la tête qui chutent sans freinage déclenchent des afférences auxquelles les réponses sont inévitables. En effet, comme je vous le disais tout à l'heure, le nouveau-né ne tiendra sa tête qu'à partir de quelques mois, ne la tiendra véritablement, c'est-à-dire ne maîtrisera même la statique de la tête qu'à partir de 5-6 mois. Jusque-là, il redresse sa tête, mais il ne peut la maintenir d'une manière stable pour guider un mouvement vers un espace qui est quand même stable et concordant et cohérent. Quand ces auteurs disent qu'il y a des mouvements incontrôlés de la tête qui chutent sans freinage et que ceci suscite des réactions de type réflexe, eh bien, il s'agit par exemple du réflexe de Moreau. Effectivement, quand un nourrisson a sa tête qui tombe, il va avoir des réactions de défense. Tout d'abord, son niveau tonique va s'élever et il aura des réactions de défense ou de rattrapage. Vous connaissez ce réflexe de Moreau, par exemple, qui a un peu cette finalité de se protéger d'une chute. Ne serait-ce que le niveau tonique qui s'élève, tout cela empêche l'expression motrice que ces auteurs ont mise en évidence. Alors, pour la mettre en évidence, ils passent par 2 autres étapes que je ne montre pas, qui sont la première et la deuxième situation. Ces première et deuxième situations consistent à tranquilliser l'enfant, à retenir son regard et finalement à lui faire sentir combien la situation va être relativement agréable et bien vécue par lui. Et quand ceci est réalisé, il passe à la troisième situation que je vous montre sur cette diapositive. Et vous allez voir quelques exemples des réalisations de cet enfant. Alors, je rappelle donc que la main de l'examinateur tient le sommet du crâne pour empêcher l'instabilité de la tête, donc pour maintenir artificiellement une stabilité, notamment du regard. Et l'enfant, à partir de là, ne prend pas appui sur le pupitre, n'a plus besoin de prendre appui, et va pouvoir déplacer ses mains. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il agit comme un enfant nettement plus âgé, c'est-à-dire qu'il va orienter ses mains, les projeter vers des objets, déplacer ces objets, les faire mouvoir et prendre beaucoup d'intérêt à ces mouvements-là. Que signifie ce type de document? Eh bien, il résume assez bien tout ce que j'ai évoqué jusqu'à maintenant, c'est-à-dire le fait qu'il y a des montages qui sont prêts à fonctionner, que ces montages seront le lot de chacun. Nous en disposerons tous, mais nous n'aurons pas tous la même ardeur à les mettre en jeu, à les confirmer et à les rendre performants. Et pour arriver à constituer ces étapes, eh bien, il faut un certain nombre de conditions favorables et il faudra notamment arriver à maintenir sa tête, il faudra arriver à trouver des situations qui suscitent une activité exploratoire. Et nous allons voir maintenant, alors ce sera la dernière partie de ce que j'avais prévu de vous présenter ici, les aspects affectifs qui, eux, vont entrer en jeu d'une manière essentielle. Je vais inaugurer cette partie par cette image-là, qui pour moi est très représentative des cheminements que l'on fait communément dans le domaine de la recherche. Et ceci a été fait à une époque où étaient abordées, pour la première fois en France, les expériences d'approche de l'eau par des jeunes enfants. Et le premier souci des promoteurs de l'expérience et de l'équipe qui les entourait a été de mettre en évidence un certain nombre de phénomènes d'ordre biologique, d'ordre organique. Et l'exemple ici est celui de la fréquence cardiaque. Ces enfants étaient amenés au bord de l'eau par leurs parents, et à cette époque-là étaient confiés à des moniteurs, entre guillemets, qui, dans l'eau, les prenaient et leur faisaient subir des immersions passives. L'eau était relativement froide, il faut dire, et l'immersion ne semblait pas, ça je peux le dire a posteriori, tellement enthousiasmer les enfants. Avec du recul, enfin nous étions quelques-uns à nous être aperçus de cela assez tôt. En tout cas, ce qui est apparu dans cette étude qui a été faite par un étudiant de l'INSEP à l'époque, c'est que lorsqu'on faisait la comparaison des niveaux de fréquence cardiaque au début
d'une série de séances, et cette observation s'est faite sur 8 séances, on a constaté qu'il y avait relativement peu de variations dans le vestiaire, au bord du bassin. À l'entrée dans l'eau, une baisse relative de la fréquence cardiaque, ça n'étonne pas beaucoup quand on sait que l'eau froide a tendance à susciter un phénomène de bradycardie, une réaction bradycardique, l'immersion en eau froide, et ne serait-ce que l'immersion de la face. Et entre deux immersions, il y avait une relative accélération et un retour vers le niveau initial à la sortie de l'eau. Cette accélération entre les immersions pouvait être le défreinage, finalement, le frein vagal qui semble intervenir en immersion pouvait être libéré et entraîner une petite réaction de type tachycardique compensatrice à l'issue. Mais surtout, et c'est ça que je voulais faire apparaître ici, à la 8e séance, qu'est-ce que nous constatons? Nous voulions voir s'il y avait une évolution dans ces chiffres-là, et c'était ici qu'on cherchait une évolution. Et cette évolution, on l'a eu ici. C'est-à-dire que nous nous sommes aperçus qu'il y avait une accélération cardiaque importante, puisque là, ça s'élevait du niveau de 150 par minute à près de 180 par minute, quand on séparait les enfants de leur mère au bord de l'eau. Bon, ceci me permet d'enchaîner avec les aspects affectifs, parce que je dois dire que nous n'avons pas tardé à nous consacrer essentiellement à ces aspects affectifs dans ce type d'expérience. Et nous nous sommes penchés notamment sur... nous avons d'abord offert aux enfants de disposer de la présence de leurs parents et du contact physique avec leurs parents. Ceci parce qu'il y avait beaucoup de travaux qui avaient montré, ils sont bien connus ces travaux, je cite les travaux de Harlow, et, en ce qui concerne des singes, mais de Bowlby, et des travaux sur l'attachement, et en définitive tous les phénomènes aussi d'hospitalisme qui avaient été étudiés précédemment et qui montraient les inconvénients des séparations mère-enfant. Ici, le contact physique était offert a priori comme élément sécurisant pour les enfants. Et ça a été une modification très marquante, très déterminante dans la suite de cette expérience. Voici un autre exemple ici. Et je dois dire que parallèlement à tout ceci, j'ai eu l'occasion de faire quelques observations avec des singes, notamment une colonie de macaques, un groupe de macaques chez lesquels est survenue une naissance, et la primatologue qui était là m'a invité à venir observer cet enfant, puisque j'en avais envie depuis longtemps. On m'a envoyé un faire-part et je suis allé faire quelques observations régulières, pratiquement tous les jours les premières semaines, et ensuite plusieurs fois par semaine pendant quelques mois. Et j'ai pu constater que tous les apprentissages effectués par ce petit singe nouveau-né, quand il a commencé à se séparer de sa mère, ont consisté à explorer l'environnement de manière à toujours avoir recours à une base de sécurité qui était sa mère, à s'écarter d'une manière très variable et qui augmentait selon des distances qui augmentaient régulièrement dans le temps, de jour en jour et de semaine en semaine, avec des pôles qui étaient des pôles de prise de risque dans l'environnement, en expérimentant sur les objets, en s'approchant des autres adultes qui étaient là, qui n'étaient pas toujours très aimables avec lui, et en ayant, chaque fois qu'il était inquiet, recours à sa mère pour se blottir simplement, téter son pouce d'ailleurs, quelquefois ou son gros orteil, ce qui lui convenait très bien, avant de repartir, après cette sorte de recharge affective, de repartir explorer l'environnement. Ça a été donc une sorte d'alternance qui m'a frappé entre des recours à la sécurisation, à une sorte d'étayage affectif, et des moments où il allait vers plus ou moins loin dans l'environnement pour expérimenter sur les objets et frayer en quelque sorte dans cet environnement, entreprendre des raids exploratoires. Cette diapositive vous montre une autre observation que j'avais pu faire avec un singe qui, lui, accompagnait ses parents adoptifs, qui étaient des humains, et qui avait aussi ce type de comportement que j'avais pu étudier d'une manière plus analytique et méthodique avec les macaques. Et ici, avec un cercopithèque, la même chose a été observée, c'est-à-dire qu'autour de la maison où demeuraient ses parents adoptifs, il avait une aire d'exploration qui avait un certain rayon,
Mais il s'y engageait jusqu'à un certain point, ne dépassait pas une limite virtuelle, et il avait de temps à autre, et périodiquement, recours à un moment de sécurisation. Quand c'était à la campagne que ça se passait, l'aire d'exploration était un petit peu plus large, mais c'était le même mode de comportement, c'est-à-dire une alternance de frayage-étayage. Autour de l'auto, c'était pareil, ou autour de ses parents adoptifs, s'ils s'écartaient de l'auto, c'était pareil, avec quand même quelquefois des choses intéressantes quand il était à l'interface entre deux soutiens sécurisants, deux bases de sécurité, qui étaient d'une part ses parents adoptifs, d'autre part l'auto, qui était devenu aussi un substitut à une base de sécurité. Et en définitive, quand il était là et que quelque chose l'inquiétait, par exemple du vent qui se mettait à souffler très fort, ou l'orage qui menaçait, et un coup de tonnerre, eh bien, en fait, il était un peu balancé entre deux issues, soit aller vers l'auto, et quand le risque ne lui apparaissait pas très grand, il se mettait simplement sur l'auto, le temps de se rassurer, et il repartait. Si le risque lui paraissait plus grand, il se mettait sous l'auto, et si le danger alors lui paraissait imminent, il venait vers nous, où il courait un autre risque, c'était d'être remis en laisse et d'être ramené à la maison. Mais vous voyez, ce type de comportement est très intéressant parce que d'abord on peut en faire une sorte d'éthogramme là, qui montre les relations, les interactions finalement entre des éléments sécurisants et des éléments attractifs. Et là je vous montre un autre type d'observation analogue selon la même procédure et qui comportait là deux sujets d'observation. L'un était un nourrisson qui avait 18 mois et l'autre un chaton de 3 mois qui se trouvait en même temps à la campagne avec l'un ses vrais parents, l'autre ses parents adoptifs. Il apparaissait là, et c'était un moment où j'étais en train d'écrire les travaux précédents, j'ai constaté immédiatement qu'il y avait une aire ludique assez remarquable, telle que lorsque l'enfant s'approchait de sa limite, il s'arrêtait, comme si quelque chose le retenait, alors qu'il semblait partir d'un pas décidé, et il faisait demi-tour et revenait tranquillement vers la maison. Encore fallait-il être tranquille et accepter qu'il aille jusqu'à une limite. Beaucoup de parents auraient éprouvé la tentation d'intervenir pour l'empêcher d'aller plus loin. Et là entre en jeu un autre processus d'interaction, et il est sûr que les données risquent à ce moment-là de changer de règle. Mais si vous respectez cette attitude avec des jeunes animaux ou des jeunes enfants pendant quelque temps, vous découvrirez qu'en fait, il y a une limite. Il y a une limite que le jeune sujet s'accorde spontanément, s'impose en quelque sorte, jusqu'à un recours à une sécurisation. Et le chaton était dans le même cas. Le nourrisson avait une aire de 30-35 mètres à cet âge-là, et le chaton avait une aire de 3 mètres. Pas plus de 3 mètres, il jouait autour de la maison, mais dès que quelque chose l'inquiétait, il revenait se cacher dans la maison. Et il a fait ça tout le tour. Mais une chose intéressante là est apparue. Un jour, nous nous sommes mis à manger à l'écart de la maison, et le chaton en a profité pour venir jusqu'à nous et explorer autour de la table. De sorte qu'il avait une zone là qu'il pouvait parcourir en jouant, en explorant les hautes herbes qui lui semblaient sans doute une haute savane, les petites herbes. Et lorsque la table a été déplacée, c'est devenu quelque chose comme ceci, une sorte de verrue dans son aire ludique. C'est-à-dire que du moment où, à un moment donné, une table s'y était trouvée, où on s'y était installé d'une manière assez durable, et où il avait pu explorer et se rassurer dans cet espace-là, il en a fait une sorte d'annexe à son aire ludique, et il revenait jouer en notre absence, à cet endroit-là. Un autre type d'observation, c'est l'aire ludique du chaton quand on se déplaçait loin de la maison, son déplacement autour de nous qui n'allait jamais très loin, et quand on se déplaçait avec le nourrisson, alors là il n'y a plus de maison, mais le nourrisson partait dans son aire, mais le chaton tournant autour de lui comme un satellite. Et ce type d'observation a été absolument remarquable, mais encore une fois, ceci fait partie de ces processus qu'on risque de ne pas voir apparaître dans la mesure où on intervient souvent beaucoup trop tôt, avant même qu'ils puissent survenir. Revenons à l'eau.
et à une base de sécurité que nous avons utilisée à un moment donné et qui était les tapis, qui présentait l'intérêt de ne pas tenir un enfant, donc de le laisser libre de se mouvoir, de mobiliser ses membres, à la limite de compromettre son équilibre et d'aller dans l'eau. Et sur cet exemple-là, je dois dire que j'en profiterai pour souligner le cas de ce père qui a été pour moi un sujet qui a apporté beaucoup d'enseignements et beaucoup d'indications à notre réflexion. C'était cette attitude-là que je soulignerai, qui est une attitude tranquille, que j'appellerais expectative et réjouie. Il est là, il attend qu'il se passe quelque chose, mais apparemment il est à l'avance réjoui de ce qui va se passer. Ça n'est pas neutre, ça n'est pas quelconque. Et ça diffère beaucoup de ce qui a été vu avec d'autres parents, qui avaient leurs mains toujours prêtes à intervenir, à replacer l'enfant sur le tapis avant même qu'il soit passé quoi que ce soit. Et celui-ci attendait réellement que cet enfant s'exprime par son mouvement. Un autre cas, alors qui vous montre bien la situation telle qu'on l'a proposée souvent, on pouvait placer un enfant sur le dos. D'ailleurs, il arrivait qu'en bougeant, il se retrouve dans l'eau. Là, on vient de le récupérer. Vous voyez qu'il n'est pas trop inquiet, elle n'est pas trop inquiète, cette petite fille. Puis elle va se retrouver dans des positions différentes. Ces tapis troués permettaient d'ailleurs de s'accrocher. Et on peut les voir se déplacer d'une manière relativement autonome. Là, vous voyez, dès l'âge de 5 ou 6 mois ou 7 mois. Et s'il y a encore des petits mouvements, là, c'est là que ça peut être du tâtonnement longtemps et des mouvements désordonnés, mais qui redeviendront alternatifs pour permettre à un enfant de se déplacer en direction et de déplacer le tapis comme on le ferait d'un véhicule. Cette image va me permettre d'illustrer un point, je crois, important dans cette étude. Il était apparu, à partir de la comparaison des comportements ou des interactions adulte-enfant dans la situation que je viens de présenter un peu plus tôt, c'est-à-dire avec un tapis, il était apparu que la manière dont intervenaient les parents différait hautement et qu'il en découlait, au bout d'un temps assez limité, des transformations dans les comportements des enfants. Pour schématiser, je dois dire qu'il y a eu jusqu'à 5 catégories qui ont été données. Je ne vais pas les détailler ici, je vais vous en distinguer 3 les plus contrastées. L'une est celle que je vous ai décrite tout à l'heure, celle du père que vous avez vu dans une attitude expectative. Il est le genre de parent assez représentatif de ceux, et ils sont rares, qui acceptent de ne rien faire, de ne rien avoir à faire. Et en réalité, je dois dire que leur attitude bienveillante à l'égard des jeux actifs de l'enfant semble finalement appeler de tels jeux. Et j'ai souvent dit que ce père me donnait l'impression, par son expression, par son visage, de dire à cet enfant « étonne-moi ». Je passe sur des catégories intermédiaires, mais j'en donnerai une qui est un peu moyenne et que on voyait très souvent. De parents qui intervenaient beaucoup manuellement, qui manipulaient leur enfant, sans avoir eux-mêmes peur de l'eau d'ailleurs, mais qui agissaient sur le milieu à travers leur enfant, qui essayaient de faire jouer leur enfant, je dis bien de faire jouer comme si c'était possible, comme si le jeu n'était pas nécessairement spontané, et qui finalement étaient les plus promptes à déclarer que leur enfant avait peur. On les entendait souvent finalement déclarer cela. Je passe encore sur d'autres nuances, d'autres aspects de parents qui tenaient à ce qu'on travaille, à ce qu'on fasse les choses sérieusement, qu'on leur apprenne à nager. Pour donner une autre catégorie, celle que je viens de citer tout de suite, c'est la 3e catégorie, je vous cite la 5e. Parents surprotégeant leur enfant, monopolisant son attention, quand ils s'efforcent de le rassurer. Ils détournent involontairement l'enfant de l'expérience active et entretiennent un climat d'anxiété. Leur comportement semble dire « ne t'inquiète pas, je suis là ». Et ils finissent par piéger le regard de l'enfant et par le détourner de l'environnement qui est le sien à ce moment-là, c'est-à-dire de l'eau, des objets qui sont là et des autres enfants qui sont susceptibles
de le conduire à d'autres interactions, d'autres modalités d'interaction. Eh bien, si j'ai fait cette évocation de quelques typologies dans les interactions adulte-enfant et parent-enfant ici, c'est pour vous montrer quelque chose qui est le résultat le plus marquant de cette expérience, c'est que ici, vous voyez des étapes successives dans l'évolution des enfants. Ça a été fait à partir d'éthogrammes qui envisageaient des indices de comportement, soit, et c'est ce qu'on avait ici plutôt en foncé, les indices de comportement envisageant les rapports de l'enfant avec leurs parents. Le premier cas, c'est proximité, recherche de contact avec les parents. Ici, c'est des regards de l'enfant vers les parents. Ici, des regards de l'enfant vers l'eau, vers les objets ou les autres enfants, des gestes de l'enfant vers l'eau et les objets, et des actions vers l'eau et les objets. Vous avez donc toute une gradation qui va du contact vers avec la base de sécurité à la prise d'initiative d'interaction avec l'eau. Et on constate, à 6 mois, le profil moyen est plus tourné vers les interactions avec les parents, c'est assez évident, ça n'étonnera personne. Et dans l'ensemble, on voit qu'il y a une plus grande quantité d'initiatives actives. Quand on arrive à 2 ans, c'est assez évident. Je pense que ceci tombe sous le coup de l'évidence. Mais ce qui l'est moins et qui nous a frappé, c'est que c'est dès l'âge de 12 mois que se différencier des comportements d'une manière remarquable. Voilà des enfants du type fruit des interactions avec des parents type 5, catégorie 5, c'est-à-dire anxieux, exprimant l'idée ne crains rien, je suis là, je ne suis pas loin, je suis prêt à intervenir, et qui interviennent avant que quoi que ce soit produit. Et on voit qu'ils retiennent leur enfant, qui va d'ailleurs chercher le contact, qui va toujours avoir besoin d'objets auxquels s'accrocher, et qui va quelque peu s'agripper à des éléments sécurisants. Et par contre, une certaine pauvreté dans la partie active, alors qu'on a ici, avec des enfants, et j'avais fait une longue étude filmique de 2 cas d'enfants qui étaient représentatifs de ces 2 catégories, que j'ai appelées Anne et Delphine, et qui sont tout à fait illustratives de ces évolutions-là, avec ici le comportement beaucoup plus tourné vers l'eau, vers des initiatives de déplacement et de jeu avec l'eau, où on retrouve à peu près le profil qui arrivera à se constituer quand même peu à peu chez la plupart des enfants vers 24 mois, mais qui se constituera plus tôt. Mais ce que j'ajouterais, c'est qu'il y a là des tendances qui semblent tout de même se maintenir et qui rappellent ce que certains auteurs comme Balint ont décrit. Et j'évoque là un ouvrage de Balint qui est très intéressant, qui rend compte de 2 typologies qui l'ont frappé chez nos congénères, 2 types de personnages. Les uns sont ceux qu'il appelle des ocnophiles, c'est-à-dire des individus qui s'accrochent à la sécurité. Je vais le citer d'ailleurs très exactement. L'ocnophile, selon Balint, se cramponne à ces objets et lutte contre l'angoisse d'être lâché en recherchant leur proximité physique. Et à l'autre pôle de ces tendances comportementales, il cite le philobate, qui essaie d'éviter les objets, de se rendre aussi indépendant d'eux que possible et de ne compter que sur ses propres aptitudes. Et le philobate, selon Trill, est celui qui cherche le thrill. Le thrill, c'est une sensation. Il a accepté que le mot soit traduit en français, puisque son livre est traduit en français, par frisson. Celui qui cherche le frisson. Ces 2 grandes tendances, en quelque sorte, je serais porté à croire qu'elles se constituent très tôt et qu'elles sont fortement induites par des habitudes comportementales qui sont d'ordre socio-familial. Pour terminer, quelques exemples illustratifs de ce que je viens de dire. Là, c'est une véritable chronophotographie sur laquelle je ne retiendrai qu'un détail que je soulignerai tout à l'heure au passage. Mais il s'agit du même père que j'ai décrit tout à l'heure dans la catégorie type 1, c'est-à-dire un père expectant, qui attend, qui est tranquille, qui se dit que de toute façon ce sera intéressant ce qu'elle va faire. Et qui a tout son temps. Et il est là, il l'invite à venir, mais il ne va pas l'attirer.
Et d'ailleurs, si elle ne vient pas, il abandonnera, il essaiera une autre fois. Et il continue, puis cette petite fille qui, oui, se dit pourquoi pas, elle semble s'intéresser à son père tout d'un coup, et elle va y aller. Et j'insisterai sur cette image qui montre quoi? Regardez bien, c'est l'enfant qui pose ses mains sur les mains de son père, ce n'est pas le père qui a saisi les mains de son enfant. Et sur la base de l'expérience de très nombreux cas que nous avons observés, je peux dire que ce détail est essentiel. Un autre exemple, souvent rencontré, à l'occasion de différentes étapes du comportement dans l'eau, des enfants qui un jour se mettent à monter sur le toboggan et à descendre délibérément, sans gêne, et sans réticence, et qui, lors d'une séance, feront 10, 12, 15 descentes du toboggan. Et je dois dire que le plus souvent, les parents sont tellement enthousiasmés de voir ça qu'ils ont tendance à en rajouter, c'est-à-dire à pousser l'enfant vers le bord pour qu'il recommence. On voit des enfants donc, qui recommencent, celui-là c'est tout seul, mais si ses parents ont beaucoup insisté, on risque de voir ceci. On va le voir la séance d'après partir, comme s'il allait recommencer, et finalement, quand il est descendu, il s'est arrêté en bas, il a freiné son mouvement et il n'est pas allé jusqu'à l'eau. Dès lors, changement total dans le comportement des parents qui vont dire, dès ce moment-là, que leur enfant a peur, et qui vont commencer à lui coller une étiquette de ce genre, dévalorisante. Alors qu'en réalité, ce sont eux souvent qui l'ont poussé au-delà de ce qu'il était peut-être capable dans un premier temps. Oui, il était parti de manière relativement inconsciente et il lui fallait encore décanter un peu ce qui s'était passé. Et il y a souvent une distanciation que marque l'enfant vis-à-vis d'une réalisation qu'il avait faite et qu'il faut savoir respecter. Et cette série d'expériences nous a montré qu'à tous les niveaux d'acquisition motrice, ce point apparaissait. C'est-à-dire que des réalisations paraissaient remarquables, spectaculaires, et il fallait se garder de trop y souscrire et de trop les renforcer, dans la mesure où c'était le premier jet. Et très souvent, il valait mieux attendre que ce soit maturé, dominé, maîtrisé, et que tous les inconvénients de la situation soient surmontés, soient absorbés. Et à ce moment-là, ce n'est pas ce qu'on voit là qu'il faut faire, ou même quelquefois des parents qui descendent avec l'enfant sur leurs genoux, mais là c'est un peu ce qui se prépare à faire, mais on verra le retour vers ça qui se produira, heureusement, si on sait attendre. Ça se produira d'autant plus facilement qu'on saura patienter. Et voilà le type de tâtonnement que l'on voit et le type de réalisation que très tôt les enfants pourront réaliser dans des situations analogues. Et bien sûr, ces exemples, je voudrais conclure, et je voudrais peut-être souligner en conclusion que cette ontogénèse des comportements moteurs apparaît comme une véritable aventure. L'aventure de la motricité qui va dépendre pour l'essentiel d'un équipement neuromoteur, d'un perfectionnement fascinant. Toutes les études qui se multiplient dans ce domaine ne tendent qu'à nous éblouir par la complexité qu'elles font apparaître et par l'efficience des servomécanismes qui sont à la base de la plupart de nos actions. Mais je rappelle un point qui est fondamental dans l'étude de l'ontogénèse. Ce qu'il en ressort de fondamental, c'est la nécessité de processus auto-adaptatifs, c'est-à-dire soutenus par des conduites actives, dans lesquelles l'enfant est à l'origine du mouvement, sinon à la base du projet qui le sous-tend. Et c'est néanmoins ce qui surviendra à un moment donné quand il deviendra de plus en plus intentionnel lors de ces conduites ludiques. Et le dernier élément que je serais tenté de désigner du terme du moteur de l'ontogénèse, l'affectivité, qui très probablement permet d'alimenter le comportement, de favoriser
les conduites exploratoires dans la mesure où un enfant est spontanément porté vers le jeu fonctionnel, mais pour cela, il faut qu'il soit satisfait organiquement, qu'il n'ait pas faim, qu'il n'ait pas soif, qu'il ne soit pas malade, et qu'il soit surtout satisfait affectivement. Et en définitive, ce cerveau, que nous avons vu tout à l'heure avec sa complexité synaptique, qui est au-dessus de ces montages, qui eux sont à la base de la précision gestuelle, eh bien le cerveau qui est au-dessus, eh bien je l'appellerai, reprenant là un terme de Carly que je crois très intéressant, un donneur de sens.